Salut à vous, amateurs de percussion bienveillante et de bienveillance percutante. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Fanny. Fanny, elle a demandé, début du mois d'avril, après ma vidéo bilan sur le coaching au kilo et tout ça, qu'on parle de la prise de décision. Et en fait, aujourd'hui, on va voir ça. On va voir comment prendre une bonne décision en bon winner. Non, je déconne parce que c'est pas ça le but. On va voir pourquoi prendre une décision c'est parfois le bordel et comment s'en tirer dans ce monde de bruit. On sait tous qu'on prend de bonnes et de mauvaises décisions. Parfois même, on prend de mauvaises décisions pour de bonnes raisons et des bonnes décisions pour de mauvaises raisons. Attends, je la refais. Parfois, on prend de bonnes décisions mais avec un kit de données et des idées erronées. Et parfois, on se plante alors qu'on avait en main toutes les cartes pour réussir. Ce point-là, c'est la base de notre vidéo. Décider, c'est une compétence essentielle. Et sauf qu'en vrai, on va avoir du mal à le faire parce qu'on a deux ennemis jurés qui nous mettent des bâtons dans les roues, voire un troisième, mais je vais en parler plus loin. Rappelons-nous qu'une bonne décision, c'est la différence entre le succès et l'échec, et parfois même entre la vie et la mort. Surtout que, en bon entrepreneur indépendant et économe de notre énergie, on a envie de se souvenir d'un truc très simple, une équation très simple, c'est une mauvaise décision, c'est égal à de mauvais résultats, et c'est égal à plus de boulot. Et ça, c'est mort. Niet, que dalle, rien du tout, hors de question. En tant qu'adulte, notre but ultime, c'est de prendre la bonne décision. Pour notre carrière, notre partenaire de vie, notre ordi. Prendre des décisions est un point essentiel de notre vie, et d'ailleurs, on a l'impression qu'on joue notre destinée sur certaines décisions du genre iPhone ou Android, OM ou PSG? Réponse, c'est aucun des deux pour le deuxième. Une fois qu'on sait prendre une décision, ça nous permet de créer un truc. Ça nous permet de créer une richesse essentielle, terriblement manquante à l'heure actuelle. La tranquillité d'esprit. Est-ce qu'on ne fera plus d'erreurs du coup? Non. On va en parler plus loin, genre à la conclusion, mais non. On continue à faire des conneries, mais des différentes. Et ça, rien que ça, c'est déjà beau. Faut qu'on parle des deux ennemis jurés que j'ai cités plus tôt. Dans leur bouquin, Système 1, Système 2, Kahneman et Tversky expliquent que nous sommes équipés de deux systèmes de pensée. Le premier système, le système 1, est le système instinctif. Il est rapide, capable de traitement global de données, et le système 2, lui, est plus lent et conscient et capable d'analyse fine des données. Alors, je résume, le bouquin, il est assez épais, je me le suis tapé, il est très cool, mais si vous voulez le bouffer, allez-y tout seul. Moi c'est bon, une fois c'est suffisant. Dans tous les cas, les deux systèmes entrent tout le temps en conflit. On voit une branche par terre, le système 1 nous fait nous figer des fois que ce soit un serpent, alors que le système 2 se déclenche un peu plus tard, analyse et nous traite de cons. Là on est sur un cas simple et pourtant on a déjà un conflit. Le système 1 et le système 2 ne sont pas d'accord sur l'analyse de la situation. Maintenant imaginez sur les décisions complexes à prendre. Maintenant, sur des cas plus complexes, les systèmes, en plus de fausser nos prises de décision, faussent aussi notre récolte de données. Et là, c'est le bordel. Parfois, on est persuadé d'avoir pris la bonne décision, alors qu'en vrai, on a juste suivi la tendance développée par notre récolte d'infos biaisée. Parce que notre système 1 va avoir une tendance à faire des associations globales. Il va aller chercher toutes les données qui le confortent dans son biais cognitif. Dans le même temps, comme le système 2 aime prendre ses décisions en se basant sur des détails qu'il pense être significatifs, mais en vrai qui sont sans effet, il s'accroche à des merdouilles, à des choses qui ne sont pas significatives. Du coup, il y a ce conflit permanent entre les tripes et le cerveau, ce qui fait qu'on a parfois de grosses difficultés à prendre une décision, à s'y tenir, ou simplement à cesser de douter du bien fondé de la décision prise. Et au final, la prise de décision, c'est une torture ordinaire pour certaines personnes. Les personnes qui hésitent ou qui ont du mal à prendre une décision fonctionnent pour beaucoup sur le schéma choisir, c'est renoncer. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a un épisode de podcast sur le choix, je vous le mets en description, évidemment, vous allez aller l'écouter après cette vidéo. En plus de devoir arbitrer entre deux systèmes cognitifs aux méthodes de travail totalement différentes, on va en plus batailler contre la peur de manquer. Si on se laisse dominer par tout ça, on n'est pas sorti du sable. Donc évidemment, si on veut développer une vie qui nous convienne, on a un beau challenge qui nous attend. Apprendre à décider. Et je maintiens que la prise de décision est une compétence à part entière. Et je dirais même plus, c'est ce qu'on appelle une macro-compétence. Une compétence qui fait appel à un groupe de compétences pour exister. Pour vous donner un ordre d'idée, la prise de décision se fait en faisant appel à au moins 4 types de compétences. Les compétences émotionnelles, les compétences collaboratives, les compétences logiques et les compétences autour de la résolution de problèmes. Donc autant vous dire que là, on parle de type de compétences et pas de compétences en propre. Pour découvrir l'ensemble des compétences, le mieux est de choper l'infographie que j'ai fait exprès pour vous en description de la vidéo. Du coup, même si c'est une macro-compétence, vous avez bien compris qu'il est essentiel de développer une logique autour de la prise de décision. Et oui, dans quel ordre va-t-on activer les compétences faisant partie de la macro-compétence? Je vais vous proposer un premier truc, parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça. On va écouter ce que nous disent en gros 90% des sites de management autour de la gestion de carrière, la prise de décision, et puis derrière on va s'en foutre, mais largement. En vrai, on va en faire notre propre popote.
parce qu'on est des malins. Vu que tout ce qu'ils disent manque d'un élément crucial, sans dire que c'est totalement faux, on va l'actualiser selon notre paradigme et pas selon le leur. Ou alors c'est que c'est écrit par des robots pour des robots. Je vois que ça. Mais en gros, si on en croit certains sites et certains articles, le plus simple, c'est d'avoir une approche séquentielle. Genre, définissez le problème, le défi ou l'opportunité. Déjà, rien que là, c'est quoi? Un problème, un défi ou une opportunité? Du coup, rien que pour catégoriser, faut décider. Donc en gros, pour prendre la bonne décision, il faut déjà d'emblée prendre une décision. Ces mecs-là, c'est pas possible. Ils ont manqué une marche dans leur logique. Donc générer un éventail de solutions ou de réponses possibles. Du coup, décider ce qui est possible ou non. Évaluer les coûts et les avantages ou les avantages et les inconvénients associés à chaque option. Et qui va décider si c'est un coût ou un investissement? Qui va décider si c'est un avantage ou un inconvénient? Sélectionner une solution ou une réponse. Oui, mais sur quels critères, quelle base? Mettez en œuvre l'option choisie. Sous quelle modalité? Évaluer l'impact de la décision et modifier le plan d'action au besoin. Donc prenez encore des décisions. Sauf que cette séquence-là se déconnecte totalement de notre intuition et de notre système 1. Dont on parlait tout à l'heure. On ne peut pas entièrement réprimer le système 1 vu qu'il représente une belle source de prise de décision. Nos amours, nos amitiés sont souvent plus liés au système 1 qu'au système 2. Je veux dire, quand on choisit un appartement, c'est un mélange de capacité à déterminer ce que nous voulons et un feeling, une évaluation instinctive du lieu. C'est d'ailleurs pareil quand on choisit un ou une associée. On voit un kit de compétences, mais on voit aussi une relation qui peut nous convenir ou non. Donc clairement, les 6 étapes que j'évoquais tout à l'heure sont bonnes, mais totalement inadaptées à la vraie vie. Encore une fois, c'est là la limite des contenus sans contexte. La vraie vie implique que nous trouvions un équilibre entre la raison et les tripes. C'est évidemment un équilibre délicat que nous allons atteindre sereinement de la manière suivante. Si la séquence précédente n'est pas idéale, elle a au moins un avantage, elle montre une voie. La première étape est de faire un diagnostic. C'est assez logique, sauf que dans ce diagnostic, on va avant toute chose faire la différence entre ce qui vient des tripes et ce qui vient du cerveau. Idem pour la suite. À chaque fois qu'on va passer par une des étapes, on va devoir faire la différence entre ce qui vient du logique et ce qui vient de l'instinctif. Le truc, c'est qu'évidemment, séparer les sources, c'est pas la finalité. Ce qui va nous intéresser, c'est de bien les identifier pour savoir comment nous allons traiter les données qu'elles remontent. Et à la fin, ce qui va être utile, c'est de déterminer si on doit écouter l'instinct ou si on doit écouter la raison. Et c'est là qu'on verra si vous savez discuter par vous-même. Parce que derrière la prise de décision, c'est ça, la compétence qui compte vraiment. Comment vous comptez faire? Écrivez-moi en commentaire. Allez, bisous.